Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. Le coup de foudre par Jean-Luc Nativelle. Il se retourna et vit la jeune fille. C'était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d'or, aux grands yeux bleus immatériels. Il ne vit pas comment elle était vêtue. Il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle. Et il la compara à une fleur d'or pâle sur une tige fragile. Non, c'était un esprit, une divinité, une idole. Une aussi sublime beauté n'appartenait pas à la terre. Une surabondance de visions, de sentiments, de pensées l'assaillit à la fois. Un flot de souvenirs l'envahit, mais il les chassa au loin et la regarda. Jamais il n'avait vu de femme semblable. Dans cet extrait de Martin Eden, Jack London nous décrit le coup de foudre que Martin ressent au premier regard pour Ruth, la sœur de son ami Arthur. On peut y noter au moins 3 choses qui caractérisent l'expérience du coup de foudre et plus généralement notre rapport au désir. D'abord, il y a dans ce premier regard un sentiment de certitude, la force d'une évidence. On découvre soudain qu'on est amoureux, sans avoir à se poser la moindre question. Comme son nom l'indique, cette certitude nous tombe dessus comme la foudre. Nous sommes littéralement foudroyés par cette évidence. Ensuite, il ne fait pas de doute non plus que c'est l'objet du coup de foudre, en l'occurrence pour Martin Eden, cette jeune femme, vue pour la première fois, qui déclenche ce sentiment amoureux, ce désir presque irrépressible. Il y a donc une dimension d'objectivité dans l'expérience du coup de foudre. Enfin, le coup de foudre est tellement violent qu'il déborde de la réalité. Martin ne voit pas une jeune femme blonde, mais une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d'or. Ses yeux lui paraissent immatériels. Il la voit même comme un esprit, une divinité, une idole. Et finalement, il a l'idée que jamais il n'avait vu de femme semblable. Généralement, quand on pense l'expérience du désir, on se la représente sous la forme d'un manque et donc d'une certaine souffrance. Nous désirons quelque chose que nous n'avons pas et qui nous comblerait de satisfaction si nous l'avions. Sauf qu'après l'avoir attendu longtemps, il nous arrive à tous, parfois, de ressentir de la déception dans la réalisation même de notre désir. Une personne que nous voyons pour la 2e fois n'aura peut-être plus rien à voir avec celle que nous avions rencontrée lors d'une soirée, et que pourtant depuis, nous avions désiré revoir avec impatience. Les amours de vacances sont souvent bien plus merveilleuses que les retrouvailles après une longue séparation. C'est dire qu'il y a un rôle joué par notre imagination dans le désir. Parce que nous avons tendance à embellir la chose ou l'être que nous désirons. Ainsi, Martin Eden, qui ne voit même pas la femme réelle qu'il a devant lui, mais une divinité, une idole. Une idole, c'est-à-dire une image qu'on adore. Ce que nous désirons, c'est donc sans doute moins telle chose ou tel être que l'image de cette chose ou l'image de cet être. Désirer, c'est toujours avoir affaire à du fantasme. On anticipe un bonheur parfait à venir. Et on prend le risque par là d'une comparaison de la réalité avec l'imaginaire, souvent à l'avantage de celui-ci et aux dépens de celle-là. C'est ce qui fait dire à Clémenceau, au sujet du désir sexuel, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Gageons que ce n'est pas toujours vrai, mais tout de même. N'empêche, de manière générale, notre rapport amoureux à l'autre
est bien transformé, puisque l'amour qu'on ressent participe à la perception qu'on a de l'autre. C'est ce que Stendhal explique avec le thème bien connu de la cristallisation, tel qu'il l'analyse dans son essai « De l'amour ». De même que, une fois plongée dans de l'eau de Seltz, une banale branche de buis voit les cristaux de sel venir se fixer sur elle et la faire passer pour une parure de diamant. De même, le désir et l'amour que nous ressentons pour quelqu'un nous le montrent paré de qualités physiques, intellectuelles, que d'autres, dénués de cet amour, ne verront pas. C'est bien à cette banalité que, dit-on, l'amour rend aveugle. De manière encore plus générale, il faut comprendre qu'en toute chose, le désir impose à notre vision du monde une certaine déformation. Partout où le jugement s'exerce, il est sous l'influence de notre désir, qui tend à l'infléchir, à l'orienter en fonction de ce qui l'arrange, quitte ensuite à devoir le regretter. Lorsque, par exemple, nous jugeons que l'arbitre aurait dû siffler un penalty pour l'équipe que nous supportons, alors même que les supporters de l'équipe adverse dénoncent une simulation de notre joueur, c'est bien parce qu'un tel penalty irait dans le sens de notre désir. De même, le discours d'une personnalité politique peut apparaître sensé et légitime à celui qui vote pour elle, alors qu'il paraîtra scandaleux et inacceptable à celui qui vote contre. Nul ne peut nier que dans ses opinions politiques comme dans d'autres partis pris, il entre une part de séduction et donc de jeu du désir. Un tel constat nous amène à comprendre que Martin se trompe lorsqu'il vit son coup de foudre comme s'il s'agissait d'une expérience objective, c'est-à-dire comme si c'était l'objet de son désir qui avait déclenché en lui son désir et son amour. Car ce n'est pas l'objet de mon désir qui, objectivement, déclenche le désir en moi. Si c'était le cas, cela impliquerait que nous désirerions tous les mêmes choses, puisqu'elles seraient en elles-mêmes objectivement désirables. L'objet que je désire n'est pas désirable en soi. Il n'est pas bon à désirer dans l'absolu, objectivement et nécessairement. Il n'est bon à désirer que pour moi qui le désire. En d'autres termes, sa qualité d'être bon à désirer n'est pas inscrite en lui pour en faire quelque chose de désirable, mais provient de moi par le fait même que je le désire. Il y a là un renversement crucial dans notre compréhension du désir, que Spinoza exprime avec une force incomparable dans une formule célèbre qu'on trouve dans la 3e partie de son maître livre, l'Éthique. Je cite : « Nous ne désirons pas une chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. » Dans la première partie de la formule, Spinoza dit que nous croyons nous mettre à désirer à partir de la conscience que nous avons de la bonté d'une chose, parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Comme si notre jugement était premier dans l'activation de notre désir. Alors qu'en réalité, 2e partie de la formule, c'est bien le désir qui, en étant premier, donne lui-même son caractère positif à la chose, en faisant l'objet de son activité. Une chose est bonne parce que nous la désirons. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le désir n'est donc pas intermittent,
déclenché de l'extérieur par un objet, puis par un autre, et ainsi de suite, avec des intermèdes pendant lesquels il ne se passerait rien. En réalité, le désir doit être pensé comme une activité permanente de notre être, l'expression d'une puissance en nous, d'une dynamique spontanée qui procède de nous-mêmes. Remarquons que, étant spontanée, cette dynamique qu'est le désir ne dépend donc aucunement de moi, de ma décision, pour se déployer ou non. Je ne décide pas de désirer quelque chose. De même que je ne décide pas de ne plus désirer quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai aucun pouvoir sur mon désir, mais la condition pour cela, précisément, c'est de comprendre son mécanisme réel. Si je continue de croire que l'objet que je désire est objectivement désirable, je m'enferme dans une erreur qui me rend prisonnier de mon désir et impuissant face à lui. Exactement ce qui arrive aux capricieux. Si en revanche, je comprends que la source de mon désir et des problèmes qui y sont liés est en moi et non dans les objets du monde extérieur, alors je sais que le travail est à faire sur moi-même plutôt que sur l'ordre du monde, comme aurait dit Descartes. Au lieu donc de penser le désir comme attirance, comme soumission d'un être à la force d'attraction exercée sur lui de l'extérieur par un autre. Il est plus juste de le comprendre en situant la source dans l'être même qui désire, comme un effort, spontané, involontaire, vital, pour exprimer sa puissance d'exister. Là encore, Spinoza dit cela d'une formule frappante. Toute chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Autrement dit, toute chose, autant qu'elle en a le pouvoir, tend vers ce qui lui permet de continuer à être, vers ce qui convient à sa puissance, et lui donne ainsi une plus grande expression. Et à l'inverse, toute chose fuit ce qui contrarie l'expression de sa puissance et qui tente à la diminuer. On se rappelle le cas du supporter de foot, tout à l'heure, qui juge qu'il y a pénalty pour son équipe, ou celui du militant approuvant le discours de son idole politique. Tous les deux expriment par là leur désir en allant vers ce qui leur est agréable, ce qui, d'après leur complexion propre, comme dit Spinoza, leur convient, facilite leur effort pour persévérer dans leur être. De la même manière, c'est du fait de sa complexion propre, c'est-à-dire de sa sensibilité, de ses goûts, de sa personnalité, que Martin Eden reçoit un coup de foudre pour Ruth dès le premier regard. La jeune femme correspond parfaitement au désir qui s'épand de lui, et lui donne ainsi un sentiment d'évidence et de nécessité, en facilitant son effort pour persévérer dans son être. Même si ce n'est pas très romantique, on peut se représenter le désir comme un faisceau lumineux d'une lampe torche. Visant tour à tour les objets qui nous entourent et les sortant de l'obscurité, ce faisceau tombe parfois sur des objets qui, sans que nous l'ayons su auparavant, correspondent exactement à ce que nous cherchons, à ce que nous désirons. Une autre idée romantique est mise à mal par ce qui précède, celle qui nous fait croire à l'unicité du coup de foudre. Mais rien n'empêche, a priori, que plusieurs êtres correspondent exactement à notre désir. Ou bien, à l'inverse, rien n'empêche qu'on éprouve un coup de foudre plusieurs fois pour la même personne. Dans un cas comme dans l'autre, le sentiment d'évidence doit bien pouvoir être le même. Bon, reste à espérer en revanche que le coup de foudre puisse être réciproque.
Le quart d'heure philo par l'association Philosophia, c'est tous les jeudis à 18h45 sur Jet FM.